bonjour à tous. Ils jouaient la 7e symphonie de Beethoven alors qu'ils étaient affamés, exténués. Mais entre deux combats, ils retrouvaient leur violon. C'était il y a 21 ans à Sarajevo. Au cœur de la guerre, nous avions réalisé un reportage invraisemblable. Le pari fou d'un chef d'orchestre français. Permettre aux musiciens dont les communautés s'entretuaient de jouer ensemble. Il passe du fusil au violon dans un temps record. C'est dire que c'est une situation tellement surréaliste qu'en fait, on peut pas, c'est très difficile d'en parler. La paix aujourd'hui est revenue à Sarajevo, mais sous quel visage? Nous avons retrouvé certains de ces musiciens. Comment ont-ils survécu? Dans quel état d'esprit sont-ils après ces années de guerre et ces milliers de morts au cœur de l'Europe? Regardez ce reportage, il est bouleversant. Il est signé Jérôme Bonny et Jean-Marie Lecartier. Retour à Sarajevo, cette ville au cœur de l'Europe qui a subi un siège de 3 ans et demi, le plus long du XXe siècle. Une ville qui a une histoire à part dans la vie de ceux qui ont couvert ce conflit. Je ne reconnais pas l'aéroport. Il est devenu international, desservi par 15 compagnies, avec 2300 passagers par jour. Il y a 21 ans, en pleine guerre, les balles sifflaient sur cette piste. Pendant les trêves, pas plus d'un ou deux vols humanitaires atterrissaient chaque jour. Je me souviens de l'arrivée ici même d'un jeune chef d'orchestre français que nous étions venus filmer avec une équipe d'envoyés spéciaux. C'est lui qui court avec son gilet pare-balles et ses 2 valises. Hugues Greiner, un homme de conviction qui s'était mis en tête de réunir un orchestre philharmonique dans la ville en guerre. C'est dans les ruines de la grande bibliothèque de Sarajevo, un an après son bombardement, qu'il nous avait offert un concert avec une trentaine de musiciens de toutes nationalités. Serbes, croates ou bosniaques musulmans. Ils jouaient ensemble la symphonie héroïque de Beethoven, alors même que dehors, leurs compatriotes s'entretuaient. C'est une situation tellement surréaliste qu'en fait, on peut pas, c'est très difficile d'en parler. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire exprimer ça par la musique. Et ça, c'est une thérapie de groupe. Et c'est vrai que la colère, les sentiments, la vengeance, la haine, l'angoisse, la douleur, on va l'exprimer avec la musique. Souvent, je me suis demandé ce qu'étaient devenus ces musiciens. C'est pour les retrouver que je suis revenu à Sarajevo, dans une ville que je redécouvre. Derrière la vie renaissante se cachent les blessures du passé. Pendant la guerre, cette ville m'était devenue familière. Une ville, ou plutôt un champ de bataille, qui par bouffées ressurgit à ma mémoire. Cette grande avenue qui traverse Sarajevo était la plus tristement célèbre, surnommée Sniper Alley, à cause des tireurs embusqués. Il y a 21 ans, c'est ici, dans l'immeuble de la télévision, que répétaient les musiciens. Mais où sont-ils aujourd'hui? Je vais tenter ma chance au Théâtre National, car on me dit que l'Orchestre Philharmonique de Sarajevo y est en répétition.
Parmi les 50 musiciens, je ne reconnais d'abord personne. Trop jeune pour avoir joué pendant la guerre, il y a 21 ans. Mais soudain, un visage me paraît familier. C'est bien elle, Zvezdana Patak, cette violoniste qui nous avait tant bouleversés. J'attends impatiemment la fin du concert pour la retrouver. Comment ça va? Vous êtes toujours dans l'orchestre? Oui, pourquoi pas? Je suis une jeune femme, qu'est-ce que vous insinuez? Quand nous avions filmé cette jeune musulmane de Bosnie, elle venait d'échapper à un tir d'obus. Elle répétait dans l'immeuble de la télévision, au péril de sa vie, les doigts engourdis par le froid. J'aime beaucoup cette ville, mais c'est aussi à Sarajevo que j'ai vécu les moments les pires de ma vie. Mes parents sont à Mostar, dans un quartier contrôlé par les Croates. Mon père et mon frère sont prisonniers dans un camp, près de l'aéroport de Mostar. Pourtant, parmi les musiciens de l'orchestre avec lesquels vous jouez, il y a beaucoup de Croates. J'essaye de rester humaine au milieu de tout ce qui m'arrive. J'essaye de penser comme avant, de rester moi-même après tout ce qu'on a vécu. Aujourd'hui encore, Zvezdana se souvient que leurs violons étaient comme des bouées de sauvetage et le chef d'orchestre français comme une main tendue. À ce moment-là, ce chef d'orchestre nous paraissait complètement irréel. Tout était noir, nous étions dans un tunnel. Et tout d'un coup, quelqu'un qui veut travailler avec nous, organiser un concert. On ne croyait pas que c'était possible dans un immeuble bombardé, dévasté, avec des vitres éclatées. Et que ce chaos se transforme en une scène, que l'image passe dans le monde entier, ça nous semblait juste impossible. Zvezdana a une fille de 15 ans, Eila, née d'un amour de guerre. Elle découvre ces images d'avant sa naissance. Maman était très courageuse. Sortir tous les jours, juste pour un bout de pain, tout en sachant que c'était peut-être la dernière sortie. La dernière fois qu'elle voyait le ciel et le soleil, c'était plus que risqué. Tout ce que les gens ont vécu à cette époque-là relève d'un courage, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Elle est stupéfaite. On ne leur parle pas de ça dans les cours d'histoire. Tout ce qu'elle sait, c'est par moi. Pourquoi la guerre est-elle absente des programmes scolaires d'Eila? Sarajevo serait-elle devenue amnésique? A-t-elle choisi de panser ses plaies dans l'oubli? Zvezdana en est persuadée. Et elle le ressent comme une trahison. Pour elle, pas question d'oublier ces années noires où elle a découvert la peur, la mort, mais aussi beaucoup d'humanité. À l'époque, les gens partageaient tout, même si ce n'était qu'un petit rien. Entre amis, voisins, on partageait une cigarette, un morceau de pain, si on en avait, ou un verre de lait. Personne ne gardait jamais rien pour lui. Aujourd'hui, vraiment, ça n'a plus rien à voir. À Sarajevo, il y a d'autres violonistes que je tiens particulièrement à retrouver. Un couple. Car dans le chaos de la guerre, au moment même de notre tournage,
était né un bébé. Vous avez souhaité avoir un enfant dans cette situation de guerre? Vous savez, pendant 5 ans, je n'ai pas réussi à avoir d'enfant. Et voilà, maintenant, elle est là. En d'autres temps, je serais très heureuse, mais aujourd'hui, je suis vraiment inquiète. Je suis morte de peur. J'ai toujours peur qu'on n'ait pas assez de chauffage, pas assez de nourriture pour elle, qu'il y ait des bombardements. J'ai essayé de faire face à tous les problèmes. J'ai peur de tout. Mais je l'aime. Fruit de l'accord parfait entre deux violons, croates et musulmans, le bébé de l'orchestre, qui a tout juste 10 jours, doit affronter, avec ses parents, la longue nuit de ce deuxième hiver de guerre. Qu'est devenu cet enfant? Où sont ses parents, Hervoye et Aïda? Je les retrouve chez la grand-mère maternelle du bébé, dans ce quartier à l'est de la ville. Vous avez l'air bien? Elle parle français en plus. Oui. Nous, la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez un bébé comme ça. Oui, oui. Je crois que j'ai vu les photos. Déjà, oui. Et maintenant, vous avez 20 ans. Oui, presque. Ils n'ont pas attendu la fin de la guerre pour fuir Sarajevo. Sabina n'avait que 4 mois quand ses parents réussirent à la sortir de la ville assiégée. La famille trouva refuge au Canada, où la fillette eut des problèmes de croissance, heureusement surmontés. Aujourd'hui, Hervoye et Aïda poursuivent une brillante carrière de violoniste dans l'orchestre philharmonique du Nouveau-Brunswick. Ils découvrent les images du reportage. Elles sont souvent comme ça, les mères. Elles parlent à leur bébé qui n'y comprennent rien. Revivre les premiers jours de Sabina à travers ces images est pour eux un choc. Je me souviens comme la vie était dure et misérable. Mais je vois les images quand vous êtes venus et je m'aperçois que je faisais plutôt bonne figure, puisque maintenant c'est ridicule. Ma mère me racontait de comment elle était contente, inquiète mais contente, et tout le monde, comme toutes les autres personnes, étaient inquiètes et stressées à cause de la situation. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait faire quelque chose si on voulait lui sauver la vie. Et la seule option, c'était de sortir de cette ville. Il n'y a eu qu'un convoi qui est parti, et Sabina et Aïda étaient dedans. Ils reviennent régulièrement voir la mamie, qui s'est beaucoup occupée de Sabina bébé. Ça, c'est ma petite fille adorée. Le trésor et la fierté de sa mamie. Je ne la vois qu'une fois par an, mais je suis tellement heureuse qu'elle vienne voir sa mamie tant qu'elle est en vie. Pour ce couple exilé, la Sarajevo d'aujourd'hui est toujours surprenante. Ils ont encore du mal à croire que l'ancienne cité assiégée soit une ville où l'on peut simplement marcher, se promener dans la rue. « 11 541 tués en 3 ans et demi de guerre. » Il y a 20 ans, je me sentais comme un lapin. Pas d'identité, juste une chose. Lapin numéro 1, lapin numéro 10 001, qu'on pouvait tuer à tout moment. Maintenant, je suis redevenue une personne, je marche, il y a des gens autour. Je suis ravi de voir que tout est revenu à la normale. On entend de la musique, les bruits des magasins. Dans la vieille ville, je suis surpris. Il y a 21 ans, peu de jeunes femmes étaient voilées.
Je pense par exemple à Selma, bosniaque musulmane et Benjamin de l'orchestre. À l'époque, elle avait l'âge de ses passantes souriantes, mais son visage était triste. Je n'aurais pas de mal à la retrouver. Tout le monde la connaît à Sarajevo. Vous avez l'air plus jeune qu'avant. Désolée pour le retard. Vous avez changé. Vous n'avez pas vieilli, mais vous avez changé. Selma est aujourd'hui une femme de 40 ans que je retrouve comme si nous nous étions quittés la veille. Alors, comment allez-vous 21 ans après? 21 ans après? Plus jeune. Et comme disait Nietzsche, je sais que je ne sais rien. Non, dans le film, vous aviez vraiment l'air désespéré quand vous jouiez du violon. Ah oui, c'était triste. La situation à Sarajevo est tout à fait particulière. Et pourtant, beaucoup de gens sont dans la même situation. Je vis dans la ville où j'ai toujours vécu, mais je ne peux plus rentrer chez moi, parce que ma maison se trouve de l'autre côté de la rivière. Je suis séparée par un pont. Là-bas, c'est une autre république maintenant, la République serbe. Sa mère habite côté serbe. Selma ne l'a pas vue depuis 19 mois. Nous lui proposons de lui faire parvenir un message enregistré. Juste pour toi, ma plus belle reine. Il nous faudra une journée de route à travers une douzaine de postes de contrôle pour nous rendre à Gorbavica, où habite la mère de Selma, dans un quartier de Sarajevo sous contrôle serbe, à 500 mètres de sa fille, de l'autre côté de la rivière, devenue ligne de front. C'est sa chambre. Regardez ces fenêtres. J'ai baissé les rideaux et je ne les ai jamais relevés. Nous lui passons l'enregistrement de sa fille. Aujourd'hui, Madre Mia reste la chanson préférée de Selma. À la fin de la guerre, après la réouverture du pont de Gorbavica qui l'a séparée de sa mère, Selma retrouve une femme désemparée. Ma mère était comme une extraterrestre. Elle était restée tellement longtemps enfermée dans son appartement de Gorbavica que quand elle s'est retrouvée dans les grands espaces de mon quartier, ici, elle était complètement perdue. Après la guerre, la mère de Selma est devenue bibliothécaire. Selma, elle, a joué encore 5 ans dans l'orchestre,
puis elle est devenue une icône de la variété bosniaque. Mais showbiz et paillettes, c'est déjà de l'histoire ancienne. Selma est maintenant chargée de communication dans une société. Comme chaque habitant, elle doit se soumettre au grand recensement lancé par le gouvernement. C'est le premier depuis la guerre. Il s'agit pour les nationalistes qui se partagent le pouvoir de faire une photographie de la population bosnienne d'aujourd'hui. Leur but, préciser les pourcentages de Serbes, de Croates et de Bosniaques musulmans. Selma doit, comme tout le monde, remplir un formulaire où est inscrit la question de la nationalité ethnique. Alors qu'est-ce que vous allez cocher? Bosniaque musulmane, croate ou serbe? Ça a le don de la mettre en colère. Ça, c'est fait pour diviser les gens entre Serbes, Croates et musulmans. Moi, je veux voir une église, une synagogue, une mosquée. Je veux qu'on puisse voir tout le monde, parce qu'on est ici à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, et nous avons une culture mélangée. Nous sommes bosniens. Votre vie privée, votre religion, ça n'a aucune importance. Mais cette Sarajevo de 400 000 habitants dans laquelle vit Selma est-elle toujours la capitale multiculturelle d'avant-guerre? Cette ville où cohabitaient bosniaques musulmans, croates et serbes. La réponse? Nous allons la chercher à la fête de l'école d'Eila, la fille de Jedjana, la violoniste. On y célèbre la chanson traditionnelle bosniaque. Sur 45 professeurs, il y a un Serbe et 4 Croates. Et parmi les élèves, 5 à 10% seulement de non-musulmans. Dans la classe d'Eila, il n'y a pas d'élèves serbes, et cela lui importe peu. Les Serbes, ils sont très nombreux dans d'autres régions du pays. Ils font partie de la Bosnie-Herzégovine. Je n'ai rien contre eux. On peut tous vivre ensemble du moment qu'on se respecte. Mais si quelqu'un s'en prend à notre pays et veut le diviser, mes copains et moi, on ne se laissera pas faire. Zvjezdana tient à pointer du doigt ceux qui ont fait le malheur de Sarajevo. Car pour elle, le danger est encore là. On parle toujours des Serbes et des Croates, mais non. Ceux qui ont fait des dégâts, ce sont les Tchekniks et les Ustachis, les extrémistes. Et ça n'a rien à voir. Moi-même, j'ai des amis serbes orthodoxes et croates catholiques. Mais le fait est que la mixité culturelle d'autrefois n'a plus droit de citer. Aujourd'hui, 90% des habitants de Sarajevo sont musulmans. C'est au Théâtre National que je vais découvrir ce nouveau visage de la ville. Ce soir, c'est le concert du Ramadan qui célèbre le début du jeûne musulman. Hervoyer vient en spectateur et il arrive en avance, tout comme sa femme Aïda. Les deux musiciens expatriés veulent retrouver de vieilles connaissances. Ils me reconnaissent pas. Ils sont là, c'est elle? Peut-être. C'est elle? Je ne sais pas. C'est un grand moment? Oui, il y en a que j'ai pas vu du tout, comme Raphaël. Ça fait 10 000 ans. C'est un chef turc qui a été invité pour diriger l'orchestre. Parmi les 50 musiciens qui entourent Zvjezdana, il n'y a que 2 Serbes. Je repense à ce défi incroyable
du jeune chef français, Hugues Reiner, et à l'énergie qu'il dépensait pour faire jouer ensemble tous ces musiciens. Faut être taré hein, pour diriger à Sarajevo. C'est pour ça qu'il y a des soucis. Un taré. Non, c'est bon, bon, c'est bon. Qu'est devenu ce fougueux chef d'orchestre? C'est dans l'église Saint-Sulpice à Paris que je le retrouve pour un concert atypique, encore une fois. Sept chorales d'Île-de-France sont réunies. Parmi elles, des choristes handicapés. C'est le nouveau combat du Greiner, comme Sarajevo il y a 21 ans. Un autre défi. Un, deux, coin. C'est tout. Assassin. De la saveur en France, de la saveur. 1, 2, 2. La passion du chef français est toujours aussi communicative. On a traversé, je pense, le moment de vérité où l'homme dérive, où l'humanité s'effondre. Sarajevo, c'est le microcosme de la catastrophe. Pour moi, il y a 20 ans, c'était il y a 1 heure. C'est que chaque instant reste complètement, je dirais, gravé, et toutes mes actions sont totalement en résonance. De Sarajevo à Paris, la musique comme refuge contre l'adversité, comme espoir de vie. 21 ans après, je n'ai pas retrouvé tous les musiciens de l'orchestre de Sarajevo. Le grand absent, c'est Bobby Eranović, le premier violon. Il avait perdu 20 kilos depuis le début de la guerre. Mais ce jour-là, c'était un jour faste. Nous l'avions accompagné dans une distribution d'aide alimentaire. Jour faste, mais en même temps, jour d'humiliation. Malheureusement, on fait le spectacle de notre malheur, mais c'est notre destin comme ça. Pourquoi vous dites spectacle de notre Je dis spectacle parce que les autres qui ne comprennent rien du tout, ils s'amusent en regardant ces choses-là. Et pour moi, ce n'est pas amusant. Ça, c'est la différence. Parce que mon existence dépend de ça. On va crever ce qu'il est. Bobby a survécu encore 10 hivers. Après la guerre, en tant que Serbe, il a été toléré dans l'orchestre de la télévision, mais a perdu son poste de premier violon. Il a joué sa dernière note en 2003. C'est en musique que Zvjezdana exprime ses espoirs. Elle interprète l'hymne national de la Bosnie-Herzégovine avec son frère Arman, dont elle fut séparée pendant la guerre. Elle joue pour que sa patrie, telle qu'elle est, ne soit jamais à nouveau divisée. Pour que Sabina, la Canadienne, revienne peut-être un jour vivre dans sa ville natale. Selma, elle, chante une ode à l'Europe. My name is Bosnia and Herzegovina. The winds of centuries through all my skies. One day you'll come to me, I'll be your guide. Elle aussi a subi le traumatisme de la séparation familiale. Son vœu le plus cher est celui de beaucoup d'autres jeunes Bosniens,
que les frontières de la haine se dissolvent dans l'Union européenne. Bonjour Jérôme. Bonjour Françoise. Vous êtes grand reporter à France 2, vous avez réalisé beaucoup de reportages pour les journaux, mais aussi pour Envoyé spécial. Vous êtes spécialiste des terrains de conflit, on vous a vu en Afghanistan, dans les guerres du Golfe, en Afrique et à Sarajevo. Cette guerre de Sarajevo, cette ville assiégée, elle a une place à part dans tous les conflits que vous avez couverts, vous et d'autres journalistes. Pourquoi? Oui, parce que c'est une guerre qui est très proche, qui se déroule dans une ville qui est au cœur de l'Europe. C'est entre l'Italie et la Grèce. Et on y va d'un coup d'aile, ou même quelquefois on terminait le trajet en autobus. C'est à côté, quoi. Et dans cette ville-là, où on se sent très proche des gens, où on est dans la même culture, une culture très diverse d'ailleurs à l'époque, on se retrouve dans un endroit où, dans les pavillons, dans les jardins des pavillons, au lieu des barbecues, il y a des mortiers. Et les gens se font la guerre, ils ne savent même pas très bien pourquoi, à cause des extrémistes qui ont réussi à les monter les uns contre les autres. Et c'est une chose qui nous touchait personnellement, chacun des journalistes. Et les gens, j'y suis allé une douzaine de fois, que je rencontrais à Sarajevo, c'était devenu des gens qui comptaient dans ma vie, qui faisaient partie de mon univers. Alors, quand votre premier reportage a été diffusé en 1993, c'est au moment du siège de Sarajevo, est-ce que vous avez su l'impact qu'il avait eu? Vous savez, pas vraiment, parce que je suis reparti sur d'autres choses après, même si je retournais quand même régulièrement à Sarajevo, je ne l'ai pas su. Et j'avais même à chaque fois mauvaise conscience quand j'avais fait un reportage, même très fort comme celui-là, c'est parmi les reportages les plus intéressants que j'ai fait, avec Jean-François Hoffman et Kropfinger. Alain Kropfinger, qui était votre ingénieur du son. Oui, c'est vrai qu'après on revient alors qu'eux restent sur place, ceux qui sont très proches, donc qu'on retrouve à chaque fois, qui deviennent des amis. Et on a mauvaise conscience. Mais ce qui m'a mis du baume sur le cœur, il faut bien le dire, c'est quand j'ai appris seulement en préparant cette suite, 21 ans après, qu'en fait, le bébé, s'il a survécu, c'est peut-être en partie... Et qui est devenue cette jeune fille qui parle français dans le reportage. Qui avait 20 ans quand on a tourné le reportage. Eh bien, c'est peut-être en partie grâce au reportage. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez appris depuis alors? Parce que, en fait, il y a beaucoup de Français, et de Françaises surtout, qui ont été touchés par le cas de cette mère avec son bébé. C'est vrai que c'est presque insupportable quand on voit ça. Qui était privée de tout. Privée de tout, et notamment de lait. C'est quand même vital pour l'enfant. Et grâce au reportage, il y a des Français, notamment 3 Françaises qui sont depuis devenues pour le coup des amies, qui vont régulièrement au Canada les voir. L'une des 3 d'ailleurs avait son fils qui était casque bleu à Sarajevo, ce qui a bien facilité les choses pour faire parvenir, c'était une espèce de cordon ombilical grâce au reportage qui s'est créé à partir des téléspectatrices françaises pour faire parvenir du lait pour bébé, des couches, et c'est ça qui a permis, c'est pas uniquement ça, mais ça a contribué à faire qu'elle a survécu. Et ça, c'est vrai que là, on dit, on n'a pas travaillé pour rien. Si vous voulez bien, Jérôme, on va regarder quelques séquences d'images sur Sarajevo. L'une d'entre elles qui a fait le tour du monde, celle qu'on a appelée les amants du pont de Sarajevo. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement cette histoire? En fait, c'était... Lui était serbe, elle était bosniaque, musulmane. Exactement, ils ont 25 ans, et puis ils sont amoureux, ils veulent sortir de la ville, ils veulent traverser le pont de Verbenja qui conduit au quartier serbe de Gorovica, mais c'est sur la ligne de front, donc ils ne peuvent pas le faire. Ils obtiennent un cessez-le-feu, mais quand ils essaient de passer, il y a le Serbe, Bosko, qui est tué d'abord, et ensuite son ami Admira. Et en fait, c'est un petit peu le glas, d'une certaine façon, cet épisode-là, de la multi-ethnicité et du côté melting pot. Alors, justement, si on a choisi ces images et cette histoire, c'est pour parler d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore s'aimer si on appartient à des communautés différentes? Vous dites que c'est le glas, pourquoi? Maintenant, la Sarajevo que tout le monde aimait avant la guerre, elle a disparu. Il faut dire ce qui est. C'est plus la ville multiculturelle que ça a été autrefois. Maintenant, les accords de Dayton ont figé la purification ethnique. Et ces accords de Dayton en 1995 qui
permettre quand même la fin. Ça apporte la paix. Hein. La fin des Mais en même hostilités. temps, ils ont été obligés de faire une paix armée qui dure encore jusqu'aujourd'hui, avec d'un côté les Croates et les Bosniaques musulmans, et de l'autre les Serbes dans la République Srpska. Alors à Sarajevo, il y a 90% à peu près de Bosniaques musulmans, alors qu'autrefois ils étaient dans les 50%. Et au contraire, à Banja Luka, la capitale de la République serbe, l'autre entité donc de la Bosnie-Herzégovine, il y a 90% de Serbes et pratiquement plus de couples mixtes. Donc les couples mixtes n'ont plus beaucoup de place, effectivement. Je voudrais aussi que nous regardions ensemble, Jérôme, ces images. Ce sont des images qui datent de 2012. À ce moment-là, Sarajevo a voulu commémorer le début du siège de la ville, 20 ans auparavant, avec 11 541 chaises vides, rouges. C'est le bilan des morts à Sarajevo. La plupart des civils. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'à Sarajevo, la page de la haine est définitivement tournée ? Mais elle voudrait bien se tourner parce que, comme le dit Svedjana le reportage, c'est les extrémistes qui posent problème. Serbes, Croates, Bosniaques, qui demandent qu'à vivre ensemble comme ils l'ont fait autrefois. Et en fait, souvent, ils vivent ensemble, ils ne se demandent pas tout de suite. Mais le fait est quand même qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé et que rien n'a été fait pour réunir les diverses entités qui se tiraient dessus pendant la guerre. Et c'est une ville aujourd'hui toujours ouverte malgré tout, Sarajevo, ou qui est administrée sans problème, où l'on trouve du travail. Comment se passe la vie à Sarajevo? Non, ça se passe mal, à vrai dire. Pour les jeunes, par exemple, quand on leur en parle, ils disent qu'il faut être dans les hautes sphères pour arriver à trouver du travail. Beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de chômage. On entend parler aussi de beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de corruption aussi, parce que ceux qui ont été les chefs de guerre, il y en a beaucoup qui étaient aussi, en même temps que chefs de guerre, il faut le dire, d'un côté comme de l'autre, des chefs mafieux. En fait, il y avait des hommes de main en armes et ils en abusaient. Et ceux-là sont souvent encore au pouvoir. Et donc il y a encore une haine. Svedjana nous disait, si ça recommence, cette fois-ci, c'est pas le violon que je vais prendre, c'est la Kalachnikov. Vous voyez, il y en a qui, comme Svedjana, sont encore très remontés et qui ont un peu peur. Mais en même temps, c'est une ville très jeune. Il y a une grande partie de la population qui a moins de 25 ans. Et quand on les voit dans les rues, on n'a vraiment pas l'impression qu'ils ont envie de recommencer. Donc on peut avoir espoir. La paix est là, mais avec une grande fragilité quand même oui. pour Sarajevo. Je voudrais aussi qu'on parle de ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est ce recensement. On voit ici quelques images des personnes qui réalisaient ce recensement. Quel est l'enjeu? On en connaîtra les résultats fin 2014. Et quel est l'enjeu de ce recensement? En fait, il s'agit de voir exactement ce qu'est cette population de Bosnie-Herzégovine, de faire une photographie. Bon, ça se défend peut-être. Les hommes politiques, eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est savoir effectivement où on en est au niveau ce qu'ils appellent, entre guillemets, dans le recensement lui-même, nationalité ethnique. Ce sont des mots qui vous écorchent un peu la bouche quand même, après que les gens se soient entretués pour ces raisons-là. Eh bien, les questions figurent dans le recensement. Et pourquoi? Parce que les politiques nationalistes ont insisté, parce qu'ils veulent savoir exactement quel est leur assise, combien il y a de Serbes, combien il y a de Croates, combien il y a de Bosniaques musulmans. Et ça leur permettrait éventuellement de modifier les composantes des institutions. Donc, ils espèrent, les politiques, que si le recensement montre que telle ethnie est plus importante, ça changera la donne au niveau du pouvoir. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu sur ce plateau témoigner et nous informer sur la situation à Sarajevo, 21 ans après votre premier reportage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Envoyé spécial La Suite, dont voici un extrait.